Le Groenland, plus de 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la superficie de la France. Une île immense au cœur de l'Arctique, presque entièrement recouverte de glace. La neige ne fond jamais, même en été. Elle s'accumule en couches de glace superposées. Voici le centre de l'île. Ici, la glace atteint une épaisseur de 3000 mètres qui a mis 250 000 ans à se constituer. C'est là qu'est implanté le siège d'un projet scientifique d'intérêt mondial. Le projet Groenland Ice Core est une campagne internationale qui a permis de prélever des échantillons de la calotte glaciaire du Groenland sur toute son épaisseur. Des chercheurs originaires de 10 pays participent à ce projet. Presque toutes les heures, une carotte de glace de 3 mètres de long et de 10 cm de diamètre est extraite du sol. Ce long cylindre de glace contient un fragment de la mémoire de la Terre. De fines rayures apparaissent sur ces prélèvements. Chaque strie représente une année et contient les traces des éléments présents dans l'atmosphère au cours de cette année-là. L'analyse de ces éléments permet de retracer en détail les variations climatiques. On y découvre notamment que la température annuelle moyenne a subi une sévère fluctuation, près de 10 degrés en quelques décennies seulement. Notre Terre a connu de nombreux bouleversements climatiques au cours des 250 000 dernières années. Mais depuis 10 000 ans, les choses se sont stabilisées. Les brusques fluctuations de température ont complètement disparu et le climat est resté continuellement tempéré. C'est une période de stabilité rare, un instant de répit dans une histoire climatique longue de 250 000 ans. Les lumières des villes brillent au clair de terre. Le climat tempéré et stable dans lequel baigne la Terre depuis 10 000 ans a permis aux hommes de prospérer et aux civilisations de s'épanouir. À la surface du globe, la température moyenne est de 15 degrés Celsius. Depuis 10 000 ans, elle n'a jamais varié de plus d'1 degré. Pourquoi, après avoir fluctué pendant 240 000 ans, s'est-elle finalement stabilisée ? Selon des études récentes, cette stabilité s'explique par la présence d'immenses courants océaniques très profonds, dont l'existence n'est connue que depuis peu. Ces courants s'écoulent très lentement, à une profondeur de 4000 mètres. Nous commençons seulement à comprendre l'effet considérable qu'ils produisent sur le climat. D'où viennent ces courants ? Comment influencent-ils le climat de la Terre ? Notre voyage débute dans un archipel du cercle polaire, dans l'océan Arctique. Nous sommes sur une des îles Lofoten, au nord de la Norvège. Bien qu'elle se situe à une latitude de 68 degrés nord, c'est-à-dire dans le cercle polaire, c'est une région au climat tempéré. Ici, même en plein hiver, la température reste autour de 0 degré. Il y fait 10 degrés de plus que dans certaines contrées de Sibérie ou du Canada, situées à la même latitude. Cette douceur est due à la présence du Gulf Stream, un courant chaud qui baigne les côtes des îles Lofoten. La baie, un matin d'hiver. La mer est recouverte d'une nappe de brume. Pourquoi ? Parce que la température de l'eau est supérieure à celle de l'air. L'eau est à environ 10 degrés. Réchauffée par les courants marins,
l'eau de mer réchauffe à son tour l'atmosphère environnante, ce qui fait régner sur l'île un climat tempéré tout au long de l'année. C'est pourquoi cette région, au large des côtes norvégiennes, est le seul endroit du cercle polaire arctique où il ne gèle jamais, même en plein hiver. La pêche y est donc possible tout au long de l'année, et les pêcheurs des îles Lofoten comptent parmi les premiers au monde pour la morue et le hareng. C'est grâce au Gulf Stream que nous gagnons notre vie. C'est grâce à ce courant chaud que le climat est doux et que le poisson est abondant. Pour nous, c'est une véritable bénédiction. Le Gulf Stream, qui est donc à l'origine du climat tempéré des Lofoten, a longtemps constitué un mystère. On pense généralement que les courants océaniques sont créés par les vents. Des vents forts comme les alizés et les vents d'ouest provoquent des remous à la surface de la mer et créent un brassage de l'eau. Le Kuroshio ou courant noir, ainsi que la plupart des autres grands courants océaniques, sont en effet suscités par les vents. Mais pourquoi le Gulf Stream va-t-il si loin au nord ? En fait, un vaste système commande le climat de la Terre. Dans les années 50 et 60, les États-Unis et l'Union soviétique ont multiplié les essais nucléaires. Curieusement, ces séries d'essais nucléaires ont fourni des indices majeurs qui ont aidé à résoudre l'énigme du Gulf Stream. Voici le Melville, un navire hydrographe. Dans les années 70, il a permis d'étudier la manière dont les éléments radioactifs émis par les tests nucléaires s'étaient répandus dans la mer. Le professeur Wallace Brocker et son équipe de l'Observatoire terrestre Lamont Doherty à l'Université Columbia ont ainsi découvert qu'un phénomène intéressant se produisait dans l'Atlantique Nord. Ils étudiaient alors un élément radioactif appelé le tritium. Dans toutes les mers du monde, le tritium demeure en suspension à quelques centaines de mètres sous la surface. Mais dans l'Atlantique Nord, sur le passage du Gulf Stream, le tritium descend jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Si on avait jeté une énorme quantité de teinture rouge à la surface des océans, on aurait vu que c'est dans l'Atlantique Nord que le tritium descend le plus profondément. Il va jusqu'au fond, puis commence à migrer vers le sud. Ce déplacement vers le fond de l'eau fut mis en évidence par ses recherches post-nucléaires. Comment se produisent ces mouvements au cœur de l'océan ? Quelques milliers de kilomètres à l'ouest des îles Lofoten, nous entrons dans les eaux du Groenland. Dans cette mer glacée, on a observé que les eaux de surface plongeaient vers le fond. Alors faisons l'expérience. Quand on met de la glace dans un réservoir d'eau, elle attire l'eau vers la surface comme un aimant. Puis, lorsque cette eau atteint la glace, elle coule vers le fond du réservoir. L'explication est simple. Lorsque l'eau se refroidit, elle devient plus dense, donc plus lourde, et elle plonge vers le fond. L'étude du trajet du tritium a mis en évidence que ce phénomène de plongée vers le fond, dû à ces différences de température, se produit également dans l'océan.
Cependant, la densité de l'eau de mer n'est pas déterminée uniquement par sa température, mais aussi par sa salinité. Plus l'eau est salée, plus elle devient dense et lourde. Les eaux de l'Atlantique Nord sont parmi les plus salées du monde. En outre, l'hiver, il s'y produit un phénomène qui accroît encore cette salinité. Si l'on regarde attentivement sous la surface gelée de la mer, on remarque un étrange flux qui coule vers le bas. C'est le sel qui est expulsé de la glace. En effet, quand l'eau de mer se transforme en glace, elle évacue le sel. De ce fait, l'eau de mer située à proximité des glaces acquiert une salinité encore plus grande. Ainsi, les eaux de l'Atlantique Nord déjà très salées deviennent encore plus froides, plus salées et plus lourdes. Ceci est une simulation par ordinateur du flot créé par une eau aussi dense et aussi lourde. Quand une eau de mer à haute salinité est refroidie par le vent, sa densité s'accroît encore et elle coule vers le fond, formant une sorte de colonne. Les recherches menées par l'équipe du professeur Brucker dans l'Atlantique Nord ont montré que le tritium plonge lui aussi vers les grandes profondeurs en empruntant ce courant profond. Quand l'eau plus dense coule vers le fond, l'eau de surface prend sa place pour compenser cette déperdition. C'est ainsi que se forme le célèbre Gulf Stream. Il sort de la circulation océanique due à l'action du vent pour compenser l'enfoncement des eaux plus denses. C'est cet enfoncement des eaux plus lourdes qui attire le courant chaud du Gulf Stream jusqu'à la région arctique. On sait maintenant que l'enfoncement des eaux affecte non seulement les courants de l'Atlantique Nord, mais aussi tous les courants océaniques de la planète. Nous sommes au centre de recherche sur les systèmes climatiques de l'Université de Tokyo. Ici, les courants océaniques sont étudiés à l'aide d'ordinateurs très sophistiqués. 20 millions de tonnes d'eau s'enfoncent chaque seconde dans les profondeurs de l'Atlantique. L'ordinateur permet de suivre le cheminement de cette eau. L'eau s'enfonce dans les profondeurs de l'Atlantique, puis elle va couler vers le sud, le long des côtes des continents nord et sud-américains. Ces recherches ont révélé qu'il existe d'énormes courants océaniques dans les abysses de l'océan, totalement différents des courants de surface. À partir de ces données, on a recréé en images de synthèse les mouvements des courants profonds qui seraient impossibles à observer dans la réalité. C'est l'hiver au large du Groenland. Sous la surface, l'eau devenue plus dense et plus froide au contact de la glace coule vers le fond en formant des colonnes qui plongent vers les fonds marins. Ces gigantesques colonnes d'eau peuvent atteindre 1 kilomètre de diamètre. On en trouve beaucoup au large du Groenland. Leur volume est égal à 100 fois celui du fleuve Amazone. Les eaux denses qui atteignent les fonds marins continuent de couler vers les fosses abyssales. C'est ce qu'on appelle un courant océanique profond. Le courant profond descend le long de la fosse abyssale, telle une énorme cascade. Il s'enfonce dans l'abîme jusqu'à 4000 mètres de fond.
Ce courant parcourt l'océan Atlantique vers le sud en longeant le littoral du continent américain. Le mouvement de rotation de la Terre le pousse vers l'ouest et le rapproche des côtes. Ce courant mesure une centaine de kilomètres de large. Il est lent et sinueux. Il progresse à une vitesse d'environ 10 cm par seconde. Le courant profond se forme non seulement dans l'Atlantique Nord, mais aussi à proximité du continent antarctique. Les eaux qui entourent le continent antarctique sont encore plus froides que celles de l'Atlantique Nord, ce qui en fait probablement les eaux les plus lourdes du globe. En s'enfonçant dans l'océan, ces eaux rejoignent le courant profond et viennent le renforcer. Le flux contourne l'Antarctique, puis se sépare en deux courants. L'un va vers l'océan Indien, l'autre vers le Pacifique. Voici le courant qui longe les côtes néo-zélandaises avant de plonger dans un abîme vertigineux. C'est la fosse des Kermadec, 9427 mètres de profondeur. Cette gigantesque fosse du Pacifique Sud accueille les eaux du courant profond venues du Groenland. Entre le Groenland et sa destination finale, la distance est d'environ 50 000 km. Chemin faisant, le courant finit par perdre de sa force et commence tout doucement à se mélanger aux eaux de surface plus chaudes. Le courant arrive enfin au bout de son parcours, le Pacifique Nord. Au Japon, l'équipe du Centre de recherche en sciences et technologies marines effectue des prélèvements d'eau de mer au point d'arrivée du courant. L'analyse de l'eau de mer permet de savoir depuis combien de temps celle-ci n'a pas eu de contact avec l'air. Cette substance noire est du carbone contenu dans l'eau de mer. L'analyse de ce carbone révèle que l'eau qui s'est enfoncée au large du Groenland a mis 2000 ans à atteindre le Pacifique Nord. Les courants marins de surface sont rapides car ils sont dus à l'action des vents. En revanche, les courants profonds résultent simplement d'une différence de densité, donc ils sont très lents. C'est pourquoi il faut à l'eau 2000 ans pour accomplir un cycle. Nous sommes en 1998, ce qui signifie que cette eau s'est enfoncée au large des côtes du Groenland l'année où Jésus est né. On peut dire que c'est une des eaux de mer les plus anciennes du monde. Les eaux qui ont débuté leur voyage à proximité du Groenland ont mis 20 siècles à atteindre le Pacifique Nord. Mais elles ne sont toujours pas au bout de leur cycle.
l'eau profonde remonte près de la surface dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Et après avoir emprunté divers courants océaniques de surface, elle retourne finalement à la mer, au large des côtes du Groenland. Ce déplacement de masse d'eau gigantesque porte le nom de circulation océanique. Et elle influence très fortement le climat de la Terre. D'une part, en entraînant les eaux tropicales chaudes vers le nord, elle permet de réchauffer les régions froides et de leur procurer des hivers assez doux. D'autre part, elle évite le réchauffement excessif des eaux tropicales en les refroidissant. Les eaux des courants profonds sont à une température d'environ 2 degrés. Leur remontée permanente permet de réguler la température des mers tropicales, y compris celles proches de l'équateur. Cette circulation océanique suit un vaste mouvement giratoire qui refroidit la zone équatoriale et réchauffe les régions situées à des latitudes plus élevées. Elle joue en quelque sorte un rôle de climatiseur de la planète. Elle permet à la Terre de jouir d'un climat tempéré. Mais cette circulation n'est pas toujours stable. Depuis 250 000 ans, notre Terre a connu des variations de température très importantes, comme l'a prouvé l'analyse des carottes de glace forées au Groenland. À l'heure actuelle, une étude est en cours pour essayer de savoir s'il y a un rapport direct entre la circulation océanique et les variations de la température de l'atmosphère. On pense aujourd'hui que le climat tempéré, dont bénéficie la Terre depuis 10 000 ans, s'expliquerait par la stabilité de la circulation océanique. Dans cette hypothèse, les grandes fluctuations climatiques survenues avant cette période seraient dues à un dérèglement de la circulation océanique. Si c'est le cas, qu'est-ce qui a pu perturber son fonctionnement ? Les scientifiques s'intéressent surtout à un refroidissement brutal de la température survenu il y a 13 000 ans. Voici le Joy Resolution, un navire spécialisé dans le forage de carottes de glace dans le sous-sol océanique. Un moyen très sûr d'explorer le passé de la planète. L'analyse des échantillons prélevés par ce navire confirme qu'un bouleversement majeur de la circulation océanique est survenu ici à un moment précis. C'est à l'Institut océanographique de Woods Hole que sont conservés l'ensemble des échantillons prélevés dans les fonds océaniques du monde entier. Lloyd Keigwin, spécialiste en géologie marine, a analysé les échantillons prélevés dans l'Atlantique Nord et a pu ainsi déterminer la température océanique qui régnait en des temps reculés. Le criblage de l'échantillon fait apparaître des fragments blancs et granuleux ayant l'apparence du sable. Il s'agit de plancton fossile. Le plancton fournit des indices sur la température de l'eau dans un passé très ancien. Ces microfossiles, appelés Globigerina pachyderma, possèdent une coquille hélicoïdale ressemblant à celle des escargots. De la plus petite à la plus grande, les bosses de la coquille s'enroulent autour d'elles-mêmes, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais curieusement, le sens du colimaçon diffère en fonction de la température de l'eau. Plus elle est basse, plus on trouve de coquilles fossiles qui s'enroulent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire vers la gauche. Dans ces échantillons, Lloyd Keigwin a calculé le ratio de ces deux types de coquilles. Il a ainsi découvert qu'il y a 13 000 ans, dans l'Atlantique Nord, il y a une brusque augmentation des globigérines à la coquille orientée vers la gauche, ce qui indique une chute de la température.
L'océan est alors revenu à une température quasi glaciaire, ce qui s'est traduit par un taux de près de 100% de globigérine enroulé à gauche. C'est une des températures les plus froides que l'on peut imaginer en tant que géologue marin. Et moi, je pense qu'à cette époque, le Gulf Stream, dans sa partie qui bifurque vers le nord, devait être très affaibli, voire inexistant. Le plancton fossile a mis en évidence une chute brutale de la température marine il y a environ 13 000 ans. Les eaux froides de l'Atlantique Nord ont donc ralenti leur chute vers les profondeurs. En conséquence, le Gulf Stream ne pouvait plus remonter vers le nord. La Terre a donc connu un fort ralentissement de la circulation océanique à cette époque. Pourquoi ? Le professeur Brucker a mis en évidence l'enfoncement des eaux denses et froides. Il s'est intéressé tout particulièrement à la salinité de l'eau de mer. Selon lui, l'eau de mer au large du Groenland a connu une baisse de salinité pour une raison indéterminée. Par conséquent, le phénomène d'enfoncement des eaux denses et lourdes ne s'est pas produit. Un élément inattendu est venu étayer cette hypothèse. Nous sommes en pleine nature, dans l'Ontario, au Canada. Cette région présente en plusieurs endroits d'étranges particularités géologiques caractérisées par la présence de vallées creusées dans la roche. Celle-ci, avec ses contours abrupts et ses à-pics vertigineux, s'étend sur plusieurs kilomètres. Elle fait au moins 100 mètres de profondeur et 5 kilomètres de large. Qu'est-ce qui explique cet étrange relief ? En fait, cela pourrait bien être le ralentissement de la circulation océanique. À une époque, cette région a été ravagée par un immense incendie de forêt. Les sédiments, qui étaient jusque-là cachés par le couvert forestier, se sont retrouvés exposés à l'air libre. Le fond de la vallée est tapissé d'immenses pierres rondes de plusieurs mètres de diamètre. Preuve qu'une inondation majeure a eu lieu ici. Cette inondation s'est produite il y a 13 000 ans. Elle coïncide dans le temps avec le dérèglement de la circulation océanique. Selon le professeur Brucker, c'est cette grande inondation qui a perturbé la circulation océanique. L'inondation a été gigantesque. Ça a été une véritable catastrophe. La crue a débordé dans l'Atlantique Nord en y déversant de très grandes quantités d'eau douce en un temps très court. Cela a provoqué dans l'Atlantique Nord une baisse de salinité telle que les courants profonds ont cessé de se former et la circulation océanique s'est interrompue. Voici l'hypothèse émise par le professeur Brucker. Juste avant le dérèglement de la circulation océanique, la planète sortait d'une longue période glaciaire et la température terrestre remontait progressivement. Les glaciers qui recouvraient le continent nord-américain commençaient à fondre, formant un immense lac. La superficie de ce lac excédait 300 000 km². Cela constituait donc un gigantesque réservoir d'eau douce. Et un jour, il y a 13 000 ans, il y eut un brusque dérèglement. Sous l'effet de l'augmentation de la température du globe, les glaciers qui retenaient le lac commencèrent à fondre. Et le barrage de glace finit par céder.
l'inondation prit une ampleur catastrophique. Ces images d'archives montrent une gigantesque inondation survenue en Islande en novembre 1996. L'éruption du volcan situé sous le glacier a fait fondre ce dernier et provoqué une inondation colossale. Le torrent de neige fondue charriait 160 millions de tonnes d'eau à l'heure. L'inondation survenue il y a 13 000 ans aurait atteint une ampleur plusieurs dizaines de fois supérieure au cataclysme islandais. L'énorme quantité d'eau douce qui a débordé du lac s'est déversée dans tout l'Atlantique Nord, provoquant ainsi une baisse de la salinité de l'eau de mer. Cette moindre salinité a entraîné une diminution considérable de la masse d'eau plongeant vers le fond. Dès lors, l'ensemble de la circulation océanique s'est interrompu. Le courant chaud vers le nord, qui compensait l'enfoncement des masses d'eau froide, s'est arrêté. Par conséquent, le climat a subi un refroidissement considérable. Il ne s'agissait pas d'une transition en douceur d'un état A vers un état B, mais plutôt d'un système qui s'est déréglé et s'est mis à fonctionner par intermittence d'une façon chaotique. L'interruption de la circulation océanique a plongé de vastes régions du globe dans un froid rigoureux, comme s'il s'agissait d'un retour à l'ère glaciaire. On pense qu'en certains endroits, la température moyenne a chuté de plus de 10 degrés en l'espace de 20 ou 30 ans. Ce brutal bouleversement climatique de grande ampleur fut un grave problème pour les hommes de cette époque dispersés à travers la planète. La toundra, dans le nord de l'Alaska. Avant que ne survienne la perturbation climatique il y a 13 000 ans, cette région était tempérée et fertile. Les hommes se servaient sans doute de ce promontoire rocheux comme d'un observatoire, d'où ils repéraient les grands animaux qu'ils chassaient pour se nourrir. De nombreuses pointes de flèches et des outils de pierre utilisés pour la chasse ont été découverts dans les sédiments des environs. L'Alaska, où vivaient de nombreux mammouths et autres grands animaux, était une terre riche et fertile où la nourriture ne manquait pas. Mais depuis exactement 13 000 ans, les hommes ont totalement disparu de cette région du monde, comme l'atteste l'analyse des outils de pierre. En quoi le refroidissement du climat a-t-il affecté l'existence des hommes qui vivaient ici il y a 13 000 ans? Daniel Mann, de l'Université d'Alaska, a analysé les sédiments de cette époque. Voici un échantillon sédimentaire antérieur au refroidissement climatique. Il contient de nombreuses plantes fossiles, telles que des brindilles. Mais les échantillons postérieurs à ce refroidissement contiennent surtout du sable et quasiment pas de plantes fossilisées. Ce qui prouve qu'entre-temps, l'Alaska était devenue une terre glacée, aride, stérile,
où les plantes ne pouvaient survivre. Voici l'os pelvien d'un mammouth qui vivait jadis dans cette contrée. Les animaux de cette taille étaient herbivores. Mais à mesure que les plantes disparaissaient sous l'effet du refroidissement du climat, les mammouths et autres grands animaux ont rapidement décliné. Et l'homme, qui se nourrissait de ces animaux, se trouva soudain pris au dépourvu. À l'époque, ce bouleversement climatique a rendu les conditions de vie plus difficiles. Et les hommes qui vivaient là ne pouvaient le supporter, pas tant à cause de la température, mais plutôt parce que l'environnement était en train de se modifier. Les plantes se modifiaient et même la nature du sol changeait. Les conditions de vie étaient plus dures et il était plus difficile de chasser les quelques animaux qui étaient encore là. La disette qui a sévi en Alaska il y a 13 000 ans n'a pas affecté seulement l'Alaska. Il est probable qu'elle a aussi frappé bien d'autres régions de la planète. Les hommes, qui vivaient jusque-là sous des climats tempérés, durent soudain affronter des conditions climatiques beaucoup plus rigoureuses où leur survie était en jeu par suite de l'interruption de la circulation océanique. En Europe, les forêts ne tardèrent pas à disparaître et furent remplacées par des végétaux alpins beaucoup plus tolérants au froid. Cette dernière fluctuation climatique froide, survenue il y a 13 000 ans, est appelée Dryas, du nom de cette fleur de rocaille. Et cette glaciation a duré 1000 ans. Dix 10 000 ans plus tard, la circulation océanique a retrouvé sa vigueur et contribue au climat tempéré dont jouit aujourd'hui la Terre. Mais cela relève du miracle. Si, en 250 000 ans, le climat de la Terre a connu des fluctuations très marquées, cela provenait à chaque fois d'une perturbation de la circulation océanique. Or, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une nouvelle perturbation de ce vaste système de courants. Ces hommes appartiennent à la patrouille internationale de surveillance des icebergs. Ils scrutent en permanence les mers polaires pour y repérer les icebergs et prévenir les accidents provoqués par leur collision avec des bateaux. Cette unité de patrouille fut mise en place en 1914 après le naufrage du Titanic en 1912. You can say 48 north, 4830 west. These turned out to be bergs where they have drifted down that direction, or the Titanic iceberg is reportedly approximately. Les courants profonds ont un rapport direct avec les icebergs. Les icebergs sont des masses de glace détachées d'un glacier terrestre et flottant sur la mer. Ils constituent de gigantesques réservoirs d'eau douce. S'ils se mettent à fondre, ils font chuter la salinité de l'eau de mer, ce qui risque d'affaiblir la circulation des courants en eau profonde. Or, aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, le nombre d'icebergs est en augmentation. Jusque dans les années 70, on dénombrait en moyenne 400 icebergs qui descendaient chaque année de l'Atlantique Nord vers les eaux canadiennes. Mais dans les années 80, on en comptait 600.
et dans les années 90, plus de 1000 par an. On considère qu'une baisse de la salinité de seulement 0,1% suffit à affaiblir considérablement le phénomène d'enfoncement des eaux salées. Or, dans certaines régions, on a déjà mis en évidence une diminution de ce phénomène. Les parties en rouge qui coulent vers le fond représentent les masses d'eau plongeantes. En principe, des colonnes d'eau aussi massives peuvent s'enfoncer jusqu'à 4000 mètres de fond. Mais dans certaines régions, ces dernières années, on a découvert que ces masses d'eau plongeantes s'étaient arrêtées à une profondeur de moins de 1000 mètres. Il y a moins de sel en surface et moins de convection. Je crois que c'est ce qui explique principalement la réduction des courants de convection et le fait qu'ils soient moins profonds. C'est peut-être ce qui provoque ces grandes fluctuations de la circulation océanique. On voit donc comment une variation relativement modeste du climat peut déclencher des bouleversements beaucoup plus importants. Le réchauffement de la planète résulte d'une augmentation de la quantité de gaz carbonique. En quoi cela peut-il affecter à l'avenir les courants marins de grande profondeur? On tente de faire des prévisions à l'aide d'un ordinateur très puissant. En se livrant à ces prévisions sur ordinateur, le professeur Shukuro Manabe de l'université de Princeton a remarqué que la diminution des courants de convection ne résultait pas seulement de l'augmentation du nombre des icebergs. En effet, le réchauffement de la Terre entraîne lui aussi une augmentation de l'évaporation de l'eau de mer autour de l'équateur, ce qui accroît la quantité de vapeur dans l'atmosphère. Et cette abondance de vapeur d'eau dans l'atmosphère va provoquer de fortes pluies sur la Sibérie et le Canada. Ces pluies vont venir grossir les fleuves, et la quantité d'eau fluviale qui se déversera dans l'océan Arctique et dans l'Atlantique Nord devrait augmenter de 10% par rapport au volume actuel. Cette montée des eaux fluviales due au réchauffement de la Terre pourrait non seulement induire une réduction de la salinité de l'eau de mer, mais également limiter l'enfoncement des eaux profondes, comme cela s'est produit il y a 13 000 ans. D'après la simulation du professeur Manabe, les courants de convection commenceront à s'affaiblir progressivement à partir du début du XXIe siècle, par suite du réchauffement de l'atmosphère. Et au milieu du XXIe siècle, ils devraient diminuer davantage encore jusqu'à atteindre seulement 2/3 de leur force actuelle. Quand la surface de la mer est couverte d'eau de faible salinité, le courant qui entraîne les eaux denses vers le fond ralentit. Par voie de conséquence, le courant chaud transportant les eaux salées venues du sud cesse de circuler. L'eau devient alors encore moins salée, et cela ralentit d'autant plus le courant profond. Maintenant que cette circulation océanique a commencé à ralentir, elle risque de s'affaiblir très rapidement. À l'heure actuelle, il est difficile de prédire si un ralentissement de la circulation océanique induite par le réchauffement de la planète pourrait déboucher sur une nouvelle glaciation, comme ce fut le cas il y a 13 000 ans. Mais on peut néanmoins s'attendre à ce qu'elle entraîne un bouleversement climatique considérable. Ce qui est vraiment inquiétant, ce sont les fluctuations brutales du climat. Si le climat change lentement, les gens auront le temps de s'adapter. Ils pourront modifier leur agriculture en fonction des conditions climatiques. Mais si le changement est brutal, s'il n'y a pas moyen de prédire ces fluctuations, cela voudrait dire que chaque année, les agriculteurs seront confrontés au dilemme de savoir ce qu'ils doivent planter, de ce qui va pousser l'année suivante, de ce que seront les conditions climatiques. J'ai dit que le climat était comme un animal en colère.
Et nous sommes en train de l'exciter avec nos gaz à effet de serre. Les lumières des villes scintillent dans la nuit. Bientôt, nous serons 6 milliards d'êtres humains sur la Terre. La circulation océanique est restée miraculeusement stable pendant 10 000 ans. Nous sommes maintenant à un stade crucial où nous risquons de compromettre ce fragile équilibre en favorisant le réchauffement de la planète. L'humanité a pu prospérer grâce à un climat tempéré, soutenu par un système planétaire de courants d'eau profonde qui circulent à plusieurs milliers de mètres sous la surface de la mer. Ces courants océaniques profonds mettent 2000 ans à parcourir les océans de la planète. Nous commençons tout juste à comprendre combien est fragile l'équilibre de ces courants qui irriguent le globe et permettent la vie.